2 millions de porcs sauvages. C'est la population estimée qui dévaste actuellement les terres du Texas, transformant des mois de labeur agricole en un champ de ruines en une seule nuit. Pourquoi ces animaux représentent-ils une menace aussi critique pour l'économie locale? On pourrait supposer que quelques battues suffiraient à réguler leur nombre, mais en réalité, leur capacité de reproduction et leur adaptabilité rendent les méthodes traditionnelles inefficaces. Ces mammifères prélèvent chaque année plus de 119 millions de dollars sur les revenus de l'agriculture texane. Une observation attentive montre comment le reste du pays observe souvent cette crise avec une certaine distance, ignorant l'ampleur des dégâts matériels subis par les exploitants. Mais ce n'est que le début d'une transformation profonde dans la gestion du territoire. Plusieurs communautés ont décidé de rompre avec l'isolement des initiatives individuelles pour mettre en place une stratégie de défense collective. L'équipement sépare progressivement les zones d'intervention grâce à la synchronisation du piégeage, de la chasse et d'une surveillance constante. Au lieu de simplement déplacer le problème d'une exploitation à l'autre, les techniciens et les agriculteurs ont commencé à encercler les groupes de spécimens dans un système coordonné. On voit comment les dispositifs de capture intelligents et les drones de reconnaissance s'intègrent désormais dans un réseau unifié à l'échelle des comtés. Tout se complique encore lorsque l'on analyse la rapidité avec laquelle les résultats ont commencé à se manifester après l'adoption de ces mesures. La suite devient plus complexe avec la mise en œuvre de protocoles stricts de suivi en temps réel. Cette approche méthodique a permis de transformer ce qui était autrefois un cauchemar imprévisible en une opération de contrôle industriellement organisée. Le processus ne fait que prendre de la vitesse alors que de nouvelles zones adoptent ces outils technologiques pour stabiliser la situation foncière. L'acier des pièges se referme et les données de surveillance circulent désormais sans interruption entre les postes de contrôle. Ce passage à une gestion systémique marque la fin de l'impuissance face à la prolifération. Le flux des opérations se poursuit désormais de manière fluide vers une stabilisation durable des terres agricoles. Zéro cochon sauvage n'était présent sur le continent nord-américain il y a encore quelques centaines d'années. Pourquoi ces populations massives de suidés n'existaient-elles pas avant l'arrivée des navires transatlantiques? On pourrait penser que cet animal fait partie intégrante de la faune locale depuis des millénaires. Mais sans l'intervention directe de l'homme, ces créatures n'auraient jamais franchi l'océan, car elles ne sont absolument pas indigènes à ces terres. Les explorateurs européens ont introduit les premiers spécimens, suivis plus tard par les colons qui voyaient en eux une source de nourriture mobile pour leurs expéditions terrestres. Les porcs domestiques étaient délibérément relâchés dans la nature pour servir de réserve de viande vivante. Mais ce n'est que le début. On voit comment, au fil des décennies, de nombreux animaux s'échappent des fermes ou sont abandonnés à leur sort dans les plaines et les forêts denses. À première vue, ces cochons domestiques retournés à l'état sauvage semblent inoffensifs, mais en réalité, leur croisement avec le sanglier d'Europe a tout changé. Ces sangliers ont été importés au cours des 19e et 20e siècles pour satisfaire les besoins de la chasse sportive. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Le mélange génétique qui en résulte donne naissance à une souche hybride particulièrement redoutable, combinant une taille imposante. 101, c'est le nombre approximatif de porcs sauvages qui ont soudainement envahi le champ de maïs de Jay Norman dans le comté de Fanon au cours de l'année 2004. Pourquoi ces animaux se sont-ils alignés avec une telle précision géométrique derrière son tracteur alors qu'il achevait sa rangée? On pourrait penser que le bétail sauvage cherche sa nourriture au hasard des bosquets ou des plaines. Mais en réalité, ces bêtes suivaient les sillons fraîchement tracés pour déterrer les semences déposées quelques minutes auparavant, transformant un travail de précision en un champ de terre retourné. L'agriculteur a stoppé son engin mécanique, observant avec stupeur le mouvement coordonné de la harde qui progressait méthodiquement. Les graines n'avaient pas passé une heure en terre que les groins puissants les avaient déjà extirpées du sol meuble. Mais ce n'est que le début. En l'espace de quelques instants, des heures de labeur intensif et des investissements financiers considérables ont été anéantis sous ses yeux. On peut remarquer comment les animaux se déplacent en ligne organisée, déchirant chaque sillon l'un après l'autre avec une efficacité quasi industrielle. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans cette région du Texas,
cette intrusion n'était pas un événement isolé ou accidentel, mais le signal d'alarme d'une crise structurelle majeure pour l'agriculture locale. 20 ans plus tôt, de tels incidents sur les terres d'autrui semblaient être des anomalies rares et lointaines. Tout se complique encore lorsque la menace devient une réalité quotidienne sur sa propre exploitation. L'équipement de plantation est resté immobile, tandis que les pertes s'accumulaient. La situation a marqué un tournant définitif dans la gestion des terres du comté, révélant un problème d'une ampleur inédite. À première vue, il s'agissait d'une simple perte de récolte, mais en réalité, c'était l'amorce d'une infestation persistante. Aucun signe de ralentissement ne se manifestait alors que les animaux continuaient leur destruction systématique. La transition vers une lutte constante contre cette espèce invasive s'est installée durablement dans le paysage agricole. Plusieurs dizaines d'hectares de terres agricoles doivent être réensemencés chaque année par cet agriculteur nommé Norman. Pourquoi un tel déploiement constant de semences, de carburant et de main-d'œuvre est-il devenu nécessaire en dehors de tout aléa climatique ou pathogène? On pourrait croire à une simple fatalité naturelle, mais la réponse réside dans l'intelligence tactique des cochons sauvages qui ont appris à identifier le passage des semoirs mécaniques. Ces animaux ne frappent jamais au hasard, préférant observer patiemment les schémas de plantation depuis les lisières, jusqu'à ce que le tracteur s'éloigne suffisamment pour laisser le champ libre à leur intervention. 119 millions de dollars représentent les pertes annuelles subies par les agriculteurs et les éleveurs texans, selon les données collectées par le département des parcs et de la faune en 2019. Mais ce n'est que le début. La suite devient plus complexe car, en intégrant les dégâts matériels et la destruction totale des récoltes, les pertes globales ont grimpé en flèche pour atteindre près de 500 millions de dollars à l'horizon 2025. On peut remarquer que l'ampleur de cette dévastation dépasse largement l'imagination commune, ne se limitant plus à de simples clôtures brisées ou à quelques jardins piétinés. Des champs entiers sont rayés de la carte en une seule nuit, obligeant les exploitants à reprendre tout le processus de production à zéro. Le problème ne fait que prendre de la vitesse et ne se cantonne plus aux seules zones rurales isolées. On voit comment ces populations invasives progressent désormais vers des centres urbains comme la ville d'Irving, où les pelouses privées, les parcs publics et même les enceintes scolaires subissent des dégradations visibles. Tout se complique encore lorsque l'on analyse les cibles préférentielles de ces animaux au sein des exploitations. Le maïs constitue la cible favorite et prioritaire de ces prédateurs opportunistes dans le secteur agricole. Bien que les cultures de soja et de blé subissent également des dommages, les pertes les plus sévères et les plus systématiques concernent invariablement les parcelles de maïs. Pour tenter de maintenir leur activité, certains exploitants ont fait le choix radical de modifier leur production en se tournant vers le milo, le coton ou d'autres types de cultures moins attractives. Mais ce n'est pas encore la limite de leur persévérance. Changer de culture ne résout en rien la problématique de fond, car cela ne fait que déplacer la cible des attaques d'un point à un autre. Le véritable danger industriel ne réside pas uniquement dans la prolifération du nombre d'individus, mais dans leur capacité d'adaptation physique et comportementale à une vitesse extraordinaire. L'équipement de surveillance enregistre des déplacements nocturnes coordonnés qui montrent une compréhension précise des cycles de travail humains. À première vue, la lutte contre cette espèce semble être une simple question de gestion de population, mais en réalité, la plasticité biologique de ces animaux rend chaque tentative de contrôle obsolète en quelques saisons seulement. Le processus de sécurisation des terres demande une surveillance technologique de chaque instant, alors que les troupeaux s'organisent pour contourner les nouveaux obstacles installés. La matière première disparaît ainsi dans le sol avant même d'avoir pu germer, modifiant durablement l'économie de la région. Le flux des pertes financières continue de s'écouler sans que les méthodes traditionnelles ne parviennent à stabiliser la situation. Des dizaines de méthodes familières ont été mises à l'épreuve par Norman, allant de la pose minutieuse de pièges à l'installation d'appâts stratégiques, sans oublier l'utilisation de chiens de chasse pour tenter de repousser les porcs sauvages. Mais ce n'est que le début. Les résultats observés restaient invariablement identiques, n'offrant au mieux qu'un impact superficiel et temporaire sur la situation globale. Pourquoi ces efforts de capture et de dispersion finissent-ils par échouer systématiquement? À première vue, le piégeage semble être une solution efficace pour réduire les populations, mais en réalité, le processus s'enferme dans une boucle sans fin. Les animaux ne sont pas éliminés de manière définitive.
Ils sont simplement repoussés vers les exploitations voisines avant de revenir dès que la surveillance se relâche. Le transfert du problème aux agriculteurs limitrophes ne constitue en aucun cas une solution durable pour la gestion des terres. On voit comment les groupes de suidés se déplacent d'un champ à l'autre, évitant les zones de conflit immédiats sans que leur nombre total ne diminue. La suite devient plus complexe. 300 spécimens par an représentent le volume maximal que certains exploitants parviennent à capturer, mais ces chiffres impressionnants ne suffisent pas à marquer une réelle différence. On peut remarquer que les populations environnantes compensent ces pertes en quelques mois seulement, grâce à un taux de reproduction qualifié d'explosif. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Lutter contre une croissance exponentielle avec des efforts linéaires et isolés s'avère techniquement insuffisant. L'équipement de capture traditionnel est souvent contourné par les animaux, car les porcs sauvages font preuve d'une capacité d'apprentissage élevée. Tout se complique encore. Ils apprennent progressivement à éviter les cages métalliques, modifient radicalement leurs horaires d'alimentation pour devenir nocturnes et s'écartent des secteurs soumis à une forte pression de chasse. L'équipement sépare les individus les plus vulnérables, mais les spécimens dominants et expérimentés restent hors de portée. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Les méthodes conventionnelles ne parviennent plus à suivre le rythme biologique et comportemental de l'espèce. On peut noter que l'inefficacité des outils anciens force désormais à une remise en question totale des stratégies d'éradication. Pourquoi une rumeur persistante suggère-t-elle soudainement que le problème des porcs sauvages touche peut-être à sa fin ? Cette interrogation émerge alors que la technologie et de nouvelles approches coordonnées commencent à apparaître dans le paysage industriel agricole. Le processus s'oriente maintenant vers une phase de transition. Des dizaines de camions et de techniciens déploient à travers tout le Texas un arsenal qui ne repose sur aucune arme secrète unique, mais sur une architecture de contrôle multicouche. Pourquoi privilégier un système de réseau interconnecté plutôt qu'une force de frappe brute ? On pourrait croire qu'un simple piège mécanique suffirait à réguler les populations locales. Mais en réalité, l'efficacité réside dans la synergie de composants qui se renforcent mutuellement, créant un maillage dont aucun animal ne peut s'échapper. Mais ce n'est que le début. Des capteurs optiques et des modules de connectivité mobile équipent désormais des pièges intelligents positionnés stratégiquement dans les zones critiques. Les exploitants agricoles installent de vastes enclos de capture, généreusement appâtés avec du maïs, tandis que des caméras haute définition transmettent un flux vidéo en direct directement sur leurs terminaux portables. On voit comment les cochons sauvages pénètrent dans la structure pour s'alimenter, totalement ignorants du fait que chacun de leurs mouvements est scruté en temps réel par un opérateur distant. La suite devient plus complexe. Une pression unique sur un écran suffit à déclencher la fermeture des portes dès que l'intégralité de la harde se trouve à l'intérieur de l'enclos. Les services de la faune du Texas ont appliqué cette méthodologie précise dans la ville d'Irving, lorsque des groupes massifs de porcins ont envahi les secteurs résidentiels à proximité du parc Champions. Bien que les habitants aient tenté d'ériger des clôtures électriques, le véritable tournant technologique est venu de cette capacité de contrôle instantanée. Tout se complique encore. L'équipement sépare progressivement les spécimens isolés des groupes complets grâce à une surveillance constante qui élimine toute forme d'incertitude ou d'attente inutile. À première vue, la capture d'animaux semble être un processus aléatoire, mais en réalité, le passage à l'échelle industrielle change radicalement la donne. Là où les pièges conventionnels ne capturent souvent qu'un ou deux individus à cause d'un déclenchement prématuré, les systèmes intelligents permettent d'attendre l'entrée du dernier membre du groupe. On ne cherche pas à éliminer les animaux un par un, mais à neutraliser une population entière en une seule manœuvre coordonnée. L'investissement initial représente une somme conséquente, s'élevant à plusieurs milliers de dollars pour l'installation, auxquels s'ajoutent les frais d'abonnement mobile et les coûts de maintenance technique. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Cependant, lorsqu'on compare ces dépenses au coût de réimplantation de 160 acres de maïs, qui s'élève à environ 400 $ par acre pour les semences et la main-d'œuvre, l'aspect économique devient évident. Un seul désastre agricole évité permet d'amortir l'intégralité du matériel, ce qui pousse souvent les propriétaires voisins à mutualiser les coûts de ces dispositifs de surveillance. La patience est un paramètre technique indispensable à la réussite de cette opération de capture de grande envergure.
L'équipement nécessite une période de conditionnement des animaux s'étalant sur une durée de 10 jours à 2 semaines complètes. Au départ, les vannes de capture restent en position haute pour favoriser une alimentation libre et sans contrainte, avant d'être abaissées de manière millimétrée au fil des jours. On peut remarquer comment la méfiance naturelle des bêtes s'estompe progressivement à mesure que l'environnement leur devient familier. Passage au niveau suivant. L'État du Texas a identifié avec une grande précision que même ces dispositifs technologiques de pointe ne peuvent suffire à eux seuls face à une expansion rapide. Dans les zones de prolifération intense, une approche plus agressive est devenue nécessaire pour saturer l'espace. Il fallait un outil capable d'agir plus vite que les capacités d'adaptation biologique des espèces invasives. Cela ne s'arrête pas à cette étape, car la stratégie globale évolue vers des méthodes de neutralisation encore plus directes. 4 000 $ par personne, c'est le coût de départ d'une expédition aérienne visant à éradiquer les espèces invasives au-dessus des vastes terres agricoles du Texas. Pourquoi des entreprises spécialisées transforment-elles des hélicoptères de plusieurs millions de dollars en plateformes de tir de précision? On pourrait supposer qu'une traque au sol suffirait à réguler la population animale. Mais les porcs sauvages possèdent une mobilité constante qui les différencie des cerfs sédentaires. Et cette capacité de déplacement devient paradoxalement leur plus grande vulnérabilité face à une surveillance aérienne. L'opération commence dès l'aube, au moment précis où l'activité de nourrissage et de reproduction atteint son paroxysme. Les clients s'installent à bord des appareils, tandis que les rotors montent en régime avec un sifflement métallique caractéristique. Les pilotes maintiennent une altitude de vol basse pour raser la cime des arbres et les champs cultivés. Mais ce n'est que le début. Un chasseur au sol, aussi expérimenté soit-il, ne peut couvrir que quelques centaines d'acres au cours d'une nuit entière de traque. On voit comment, par contraste, une équipe héliportée balaie des milliers d'acres en seulement 2 ou 3 heures de vol effectif. Dans certains secteurs où les coopératives agricoles s'unissent, la zone d'intervention peut s'étendre sur 400 000 acres de territoire. L'équipement sépare progressivement le terrain de ces obstacles visuels habituels. Depuis le poste de pilotage, tout devient parfaitement visible, révélant des détails que les années d'observation pédestre n'avaient jamais pu assembler de manière cohérente. Les pilotes repèrent les zones de repos diurnes dissimulées au cœur des broussailles les plus denses. La suite devient plus complexe. On peut remarquer le mouvement des animaux traversant des criques ou s'engageant sur des terrains totalement inaccessibles aux véhicules motorisés. La caméra glisse le long des couloirs de déplacement identifiés entre les zones de nutrition, offrant aux agriculteurs une intelligence aérienne stratégique sur la dynamique des populations. Cela ne s'arrête pas à cette étape. L'aspect réglementaire au Texas simplifie la mise en œuvre de ces missions de destruction. Aucune licence de chasse n'est requise pour les participants, à la condition stricte que l'intervention se déroule sur des terres privées avec l'accord explicite du propriétaire. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. D'apparence facile en raison de la puissance de feu déployée, l'efficacité de cette méthode possède néanmoins des limites reconnues par les opérateurs eux-mêmes. Bien que l'outil aérien soit extrêmement performant pour des frappes chirurgicales, il ne peut constituer une solution isolée. Tout se complique encore lors de la coordination des efforts. Le système optimal repose sur une application de pression continue, combinant les interventions depuis le ciel avec des actions de régulation persistantes au niveau du sol. On voit comment la synergie entre ces deux approches permet de maintenir un contrôle réel sur les zones dévastées par les porcs sauvages. Le processus achève cette phase, ouvrant la voie au formage d'une stratégie de gestion globale des terres. 20 à 30 porcs sauvages peuvent composer une harde entière capable d'être éliminée en une seule frappe coordonnée grâce aux nouvelles mesures de régulation. Pourquoi l'État du Texas a-t-il autorisé l'usage de substances toxiques de qualité militaire spécifiquement conçues pour cette espèce? On pourrait croire à un empoisonnement aveugle et risqué pour l'écosystème, mais en réalité, il s'agit d'une forme de guerre chimique contrôlée, dont l'application reste précise, conditionnelle et soumise à des réglementations extrêmement strictes. L'accès à cette méthode n'est pas libre. Toute personne autorisée à manipuler ces agents chimiques doit obligatoirement suivre une formation technique rigoureuse et obtenir une certification officielle. On peut remarquer que les sites d'abattage sont systématiquement clôturés afin d'exclure le bétail et les espèces non ciblées du périmètre d'intervention.
mais ce n'est que le début. Les stations d'appâtage elles-mêmes sont conçues comme de véritables barrières physiques dotées de mécanismes complexes. L'équipement utilise des portes de type guillotine ou des systèmes magnétiques qui exigent une force de poussée considérable pour être actionnés. On voit comment les ratons laveurs, les cerfs ou les oiseaux se trouvent incapables d'ouvrir ces dispositifs, laissant le passage uniquement aux porcs sauvages. Tout se complique encore lors de la phase opérationnelle. La clé du succès ne réside pas uniquement dans la toxicité de la substance, mais dans la précision de son déploiement stratégique. Au lieu d'introduire des appâts mortels dès le premier jour, les propriétaires fonciers opèrent une transition graduelle à partir du maïs classique vers un placebo non toxique. La suite devient plus complexe. C'est seulement une fois que les animaux ont appris à manipuler les mangeoires et à s'y nourrir en toute sécurité que le produit actif est intégré. 10 jours à 2 semaines sont nécessaires pour compléter l'intégralité de ce protocole. Les portes des mangeoires sont abaissées millimètre par millimètre, obligeant les animaux à déployer une force croissante à chaque tentative. On peut observer que le processus ne souffre aucune précipitation ni aucune étape escamotée. La patience de l'opérateur est récompensée par des résultats radicaux sur l'ensemble du groupe social visé. Parallèlement à ces opérations de terrain, les chercheurs poursuivent des tests sur d'autres options chimiques pour éviter que les populations restantes ne développent des comportements d'évitement. Le processus ne fait que prendre de la vitesse malgré les débats persistants sur l'impact environnemental et le bien-être animal. Les données techniques sont pourtant sans appel. Lorsqu'elle est mise en œuvre selon les règles, cette approche retire les individus plus rapidement et plus massivement que n'importe quelle autre méthode terrestre connue. Il semble évident que la combinaison des pièges intelligents, de la chasse héliportée et des agents chimiques forme un arsenal complet. Mais en réalité, le Texas nécessite encore un dernier élément structurel. Le verrouillage total du problème posé par les porcs sauvages dépend d'un paramètre supplémentaire qui vient compléter cette chaîne logistique. Le système de gestion se dirige maintenant vers cette ultime phase de contrôle. Des dizaines d'années d'efforts ont prouvé que les solutions techniques employées contre la prolifération des porcs sauvages fonctionnaient individuellement, mais échouaient systématiquement sur le long terme pour une raison structurelle majeure. Pourquoi les résultats restaient-ils si médiocres malgré l'arsenal déployé? On pourrait supposer que les méthodes de piégeage ou de chasse étaient inefficaces en elles-mêmes. Mais en réalité, l'échec provenait de l'isolement des acteurs, car chaque agriculteur agissait de manière totalement autonome, sans se soucier des propriétés voisines. Les exploitants agricoles travaillaient en silos fermés. Pendant qu'une ferme installait des pièges complexes, le domaine adjacent conservait des populations de porcs pour la chasse récréative, créant ainsi des zones de refuge. On peut remarquer comment un comté lançait des campagnes de chasse aérienne par hélicoptère pendant que le territoire limitrophe restait totalement inactif. Pour les porcs sauvages, cette absence de cohésion ne représentait pas une menace, mais un système rempli de brèches exploitables. Mais ce n'est que le début. Les animaux se déplaçaient simplement vers les secteurs où la pression de chasse était la plus faible. L'État du Texas a progressivement compris que le problème ne résidait pas dans un manque d'outils techniques, mais dans la manière dont ces outils étaient coordonnés sur le terrain. Une méthode efficace à l'échelle d'une seule exploitation devient totalement insignifiante si les terres voisines ne participent pas à l'effort collectif. Il suffit d'un seul maillon non coordonné pour que l'investissement d'une région entière s'effondre. La suite devient plus complexe. Le tournant stratégique a eu lieu lorsque le Texas est passé de l'action individuelle à une logique de campagne globale. Au lieu d'efforts isolés et sporadiques, les programmes de contrôle ont été organisés à grande échelle, impliquant des dizaines de fermes et plusieurs comtés fonctionnant simultanément. On voit comment les opérateurs utilisent les mêmes stratégies au même moment pour saturer l'espace. La pression n'était plus intermittente, supprimant ainsi les couloirs d'évasion naturels pour les hardes. Tout se complique encore lors de la mise en œuvre tactique. Lorsque des régions entières coordonnent la chasse nocturne, le piégeage stratégique et le contrôle chimique selon des calendriers partagés, les populations de porcs chutent brutalement et ne remontent plus. Les pertes de récolte ont diminué de manière drastique, tandis que les impacts économiques négatifs commençaient à s'inverser. On peut remarquer que les technologies coûteuses, autrefois réservées à quelques-uns, sont désormais partagées entre les différents groupes de travail. L'équipement sépare progressivement les zones infestées des zones saines grâce à une surveillance accrue. L'utilisation collective de caméras thermiques et de capteurs de mouvement
a permis de redessiner les cartes de déplacement des animaux par-delà les limites de propriété privée. Des réseaux de communication en temps réel ont autorisé une réponse rapide dès que les troupeaux changeaient de direction ou de zone de nourrissage. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Les zones frontalières, par lesquelles les porcs pouvaient encore s'infiltrer, restaient initialement vulnérables à de nouvelles invasions. Mais même dans ces secteurs critiques, la pression régionale soutenue a considérablement ralenti la vitesse de récupération des populations. À mesure que de nouveaux territoires rejoignaient ce modèle coordonné, les dernières lacunes géographiques ont commencé à se refermer. Le métal des pièges et la précision des interventions ont enfin trouvé leur efficacité maximale grâce à cette synchronisation totale. Le processus passe doucement à la transformation finale de la gestion du territoire. Des dizaines de milliers d'individus continuent de peupler les terres texanes malgré l'intensification des opérations de prélèvement. Alors que les campagnes coordonnées affichent leurs premiers résultats concrets, le Texas oriente désormais sa réflexion bien au-delà de la simple réduction immédiate des effectifs. La priorité n'est plus seulement de savoir comment diminuer les populations de porcs sauvages, mais comment empêcher définitivement leur retour sur les territoires déjà nettoyés. Pourquoi envisager une approche aussi radicale que le contrôle de la reproduction? On pourrait penser que le piégeage intensif suffit à réguler l'espèce. Mais en réalité, la capacité de récupération de ces animaux est telle qu'une interruption des tirs entraîne un rebond démographique quasi immédiat. Cette transition stratégique a fait émerger une idée totalement différente des méthodes de destruction traditionnelles. Des programmes de recherche spécialisés développent actuellement des procédés techniques visant à rendre les porcs sauvages infertiles. Ces méthodes ciblent directement les hormones des animaux, neutralisant la capacité reproductive des mâles comme des femelles sans provoquer leur mort. Ce n'est que le début d'une transformation profonde de la gestion de la faune. Au lieu d'opérations de balayage à court terme, la stérilisation provoque un déclin graduel des populations par le biais de l'attrition naturelle. L'absence totale de reproduction signifie qu'il n'y a plus de rebond possible, ce qui permet de briser à sa source même le cycle sans fin du piégeage, des tirs et de la reconstitution explosive des hardes. Le processus ne fait que prendre de la vitesse dans les laboratoires de l'État. À première vue, le concept semble simple, mais 60 à 70%, c'est la réduction massive des populations de sangliers sauvages observée dans les régions du Texas ayant adopté un contrôle coordonné sur 2 ans. Les résultats de cette pression constante se sont manifestés bien plus rapidement que ne le prévoyaient les experts du secteur. Pourquoi ces zones autrefois jugées comme des foyers d'infestation impénétrables ont-elles changé en seulement quelques semaines de déploiement intensif? On pourrait penser que le relief ou la densité de la végétation protégerait indéfiniment ces animaux. Mais en réalité, l'application simultanée de méthodes technologiques et physiques brise leur cycle de reproduction et d'occupation territoriale de manière irréversible. À Irving, la présence des suidés aux abords du parc Champions et des quartiers résidentiels a été presque totalement éradiquée. L'action conjointe de pièges intelligents automatisés, de clôtures électriques à haute tension et de battues coordonnées a neutralisé les groupes de manière systématique. La suite devient plus complexe. On peut remarquer comment les zones qui affichaient autrefois des traces quotidiennes de fouissage profond sont devenues silencieuses, laissant la terre intacte. Sur les terres agricoles de Jay Norman, les capteurs et les relevés de terrain confirment une transformation radicale du paysage. Les dégâts n'ont pas été totalement supprimés, mais ils ont été ramenés à un seuil de gestion économiquement viable pour l'exploitation. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. Au lieu de devoir replanter des centaines d'hectares au cours d'une seule saison de culture, les pertes sont désormais limitées à des zones géographiques très précises et localisées. La chasse thermique nocturne intervient avec précision durant les périodes critiques des semailles. L'équipement sépare progressivement les zones de menace des zones sécurisées, en stoppant les intrusions avant même que les dommages ne se propagent aux cultures environnantes. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Cette stratégie proactive remplace avantageusement les méthodes réactives qui n'intervenaient que sur des champs déjà dévastés par le passage des troupeaux. Parallèlement à ces opérations de terrain, une structure industrielle inédite s'est organisée autour de la régulation des sangliers sauvages. Tout se complique encore.
Ce secteur émergent englobe la fabrication de pièges connectés, la production d'optiques thermiques de haute précision et le déploiement de services de surveillance par hélicoptère. On voit comment les programmes de formation des opérateurs et les systèmes de récupération, ainsi que de traitement des carcasses, s'intègrent désormais dans l'économie locale. Ce qui était autrefois considéré uniquement comme un fardeau financier lourd pour l'État et les agriculteurs évolue désormais vers un système structuré. Le passage au niveau suivant permet la création d'emplois techniques et la génération de revenus stables grâce à une gestion à grande échelle. Le processus atteint désormais une phase de stabilité, où le contrôle à long terme est devenu une réalité opérationnelle. La matière traitée et les données récoltées s'intègrent désormais dans un flux de gestion continu et apaisé. L'acier des pièges et la précision des capteurs assurent la pérennité de cette nouvelle chaîne de production et de régulation. Le traitement ultérieur ne fera que renforcer la qualité et la longévité de cette stabilité environnementale et économique. 27 000 $ par heure, c'est le coût moyen des dommages causés par les sangliers sauvages à l'économie du Texas. Pourquoi une telle prolifération malgré des décennies de lutte intensive? On pourrait penser qu'une pression de chasse constante suffirait à réguler les populations. Mais sans une approche intégrée combinant biotechnologie et logistique, la vitesse de reproduction de ces animaux surpasse systématiquement les efforts d'élimination humaine. Les autorités ne comptent pas sur une solution unique pour résoudre ce problème systémique complexe. Seule l'articulation précise entre la technologie de pointe, les stratégies de terrain et les réseaux de personnel coordonnés permet de faire basculer l'équilibre de manière significative. Le processus ne fait que prendre de la vitesse. On voit comment les pièges intelligents équipés de capteurs de mouvement et de caméras à haute résolution fonctionnent désormais en autonomie totale. Les mâchoires métalliques des enclos ne se referment que lorsque la totalité du groupe est détectée à l'intérieur de la zone de capture. Cela ne s'arrête pas à cette étape. Le ciel devient également un espace de régulation actif. La caméra glisse le long des hélicoptères de chasse aérienne qui survolent les zones denses de brousse pour atteindre les territoires inaccessibles par voie terrestre. L'équipement sépare progressivement les zones de forte densité pour une intervention chirurgicale et rapide. La suite devient plus complexe, mais une telle puissance technologique nécessite un volet chimique et biologique pour être réellement efficace sur le long terme. Le contrôle chimique et la gestion de la reproduction sont introduits avec une précision de dosage stricte pour limiter la fertilité des hardes restantes. L'État du Texas ne se contente pas de réduire les dommages matériels visibles sur les cultures et les infrastructures. Tout se complique encore lors de l'analyse des données de terrain. On peut remarquer comment chaque intervention est répertoriée dans des bases de données centralisées pour ajuster les futurs déploiements. En réalité, le Texas est en train de redéfinir les protocoles de gestion des risques écologiques à grande échelle. C'est ainsi que s'achève l'analyse de cette bataille systémique contre les espèces invasives. La gestion des équilibres naturels se dirige maintenant vers une phase de surveillance constante et stabilisée.